commencer gentiment, du coup. Je vous remercie tous de nous rejoindre pour ces 30 minutes consacrées à la sécurité microbiologique des produits cosmétiques et plus spécifiquement à la sécurité microbiologique des produits vendus en vrac, en recharge ou tout autre mode de distribution augmentant le risque microbiologique. Ce webinaire est pour nous un moment d'échange et de partage d'expériences. Durant le webinaire ou à l'issue de celui-ci, vous pouvez poser vos questions via le chat. Nous y répondrons avec plaisir. Il va être temps de laisser la parole à Charles Régnier, directeur technique des laboratoires CCA. Charles commencera par un rappel du contexte réglementaire autour de la sécurité microbiologique des produits cosmétiques. Ensuite, Laura Bouland, responsable adjointe du laboratoire Cosmebac, vous expliquera et illustrera le protocole TCIM. Enfin, tous les deux partageront avec vous les tendances de résultats obtenus avec ce protocole TCIM. Merci de votre écoute, et je laisse la parole à Charles. Bonjour à tous et merci Coralie pour cette présentation. Donc effectivement, on va débuter ce temps d'échange par un rappel du contexte réglementaire sur les obligations de sécurité microbiologique. La notion de sécurité microbiologique, on va la retrouver dans les éléments constitutifs du dossier d'information produit dans le règlement européen, avec deux niveaux d'information. Un premier niveau d'information concernant la qualité microbiologique des produits finis qui rejoignent le marché, et c'est ici qu'on va renvoyer à des spécifications quantitatives et qualitatives sur le niveau microbiologique à ne pas dépasser. Et pour les produits qui sont en phase de développement, eh bien évidemment, dans le dossier d'information produit, on va retrouver également la notion de challenge test. Et cette obligation de challenge test, elle est spécifiée dans le règlement, et c'est en fin de compte la seule obligation véritablement documentée que vous avez pour tous les produits cosmétiques, conventionnels, vrac, etc. Cette obligation de challenge test, il existe quelques situations qui vous permettent de vous dédouaner de cette obligation. Et pour cela, il y a une norme ISO cosmétique, enfin une norme ISO, une norme NFEN ISO cosmétique que vous connaissez potentiellement, qui est la 29621, qui vous permet d'apprécier le risque microbiologique en fonction des caractéristiques physico-chimiques de vos formules. Et notamment dans cette norme ISO 29621, on va retrouver des critères comme l'AW, le pH ou des matières premières qui seraient hostiles à la prolifération microbienne, comme notamment la notion d'alcool ou les fameux pH extrêmes de certaines franges de cosmétiques. Ça, ce sont des cas spécifiques de cosmétiques un petit peu à part. Par contre, le tronc commun, c'est que vous allez rentrer dans l'obligation de passer par la phase du challenge test. Un challenge test, qu'on appelle également test d'efficacité antimicrobienne, c'est un test que vous connaissez bien, hein. Vous avez un historique de données qui est très important, mais c'est un protocole un petit peu caricatural dans la manière de réaliser et de prédire la robustesse microbiologique de votre formule. Et c'est important de le rappeler, c'est un test qui vise à valider que les contaminations que va rencontrer votre formule au cours de l'usage, eh bien ces contaminations, elles ne vont pas rendre le produit potentiellement dangereux pour l'utilisateur final. Ce challenge test, il est réalisé obligatoirement sur la base de protocoles de référence pour rejoindre votre dossier d'information produit. Et dans ces textes de référence, on va trouver en premier lieu, en tout cas c'est le référentiel aujourd'hui le plus utilisé, la norme NFEN ISO 11930, c'est ce protocole que je vais vous rappeler. Et puis on trouve également les pharmacopées américaines et pharmacopées européennes. Le challenge test, en quelques mots, en quelques étapes, c'est quoi? Déjà, vous allez nous adresser une formule. Cette formule, on va l'alicoter en 5 pots de 20 grammes, 5 pots qui viennent à correspondre aux 5 facteurs de contamination qu'on va apporter sur votre formule. Après cet alicotage, on va donc au T0 générer une inoculation par des souches de référence, 3 bactéries, une levure et une moisissure. Et cette inoculation, elle va se faire à hauteur de 1% seulement de la formule à contaminer. L'idée étant de ne pas venir à diluer ou à modifier les caractéristiques in-key quantitatives de votre formule.
Une fois cette phase d'inoculation réalisée, on va passer par une étape de mélange, donc d'homogénéisation du polluant, au milieu, sur l'entièreté de la formule à analyser. Et chez Cosmevac, on va privilégier l'emploi d'un mélangeur planétaire que vous découvrirez un petit peu plus tard. Et puis, une fois qu'on a fait ce T0, c'est-à-dire on a préparé nos souches de référence, on a inoculé votre formule et on les a mélangées avec la formule, eh bien, on va oublier ce mix pendant 28 jours. Et pendant 28 jours, on va laisser ce mélange à l'abri de la lumière, à température ambiante, pour qu'il vive sa vie et qu'on vienne à mesurer à des échéances prédéfinies, 7, 14 et 28 jours, ce qui vient à se passer. Et ça, ce sont les phases de dénombrement. Voilà le principe d'un challenge test, une grosse inoculation, puis on regarde pendant 28 jours comment ce mix microbe-formule vient à évoluer. Et puis une étape très importante qu'il ne faut pas oublier dans chacun des textes de référence, y compris la norme ISO 11930, c'est l'étape de validation. C'est-à-dire, c'est une étape préalable réalisée en parallèle du test à T0, en parallèle de l'inoculation, qui va venir à nous donner les caractéristiques de réalisation des dénombrements pour être sûr que les données exprimées au cours des dénombrements sont pleinement fiables et ne viendraient pas à être sous-estimées par rapport à la réalité, ce qu'on appelle la validation du diluant neutralisant. On a donc réalisé un test sur 28 jours, on a recueilli les données des charges d'inoculation, on a recueilli les données des germes résiduels AJ7, AJ14 et AJ28, et puis ces données, on va les rapprocher d'une table de conclusion avec une grille à 3 niveaux. Le niveau critère A, le niveau critère B et le niveau critère ni A ni B. Cette table de conclusion, elle va venir à mettre en perspective les niveaux de régression attendus par le texte de référence avec les valeurs mesurées à l'occasion des dénombrements. Un critère A, suivant la norme ISO 11930, c'est un critère qui va vous permettre de caractériser votre formule comme préservation antimicrobienne acceptable. Donc c'est la meilleure note, mais ce n'est pas un niveau qui va vous permettre de dire que votre formule elle ne craint aucun facteur de contamination. C'est acceptable. Le critère B, c'est un critère qui va vous permettre de mettre en avant que votre formule, elle n'est pas suffisante pour encaisser la préservation antimicrobienne et qu'il va falloir générer une évaluation du risque microbiologique. Et le critère ni A ni B, c'est que là, on a une grosse faille de préservation antimicrobienne. Autre élément maintenant, donc là ce sont les fondamentaux, challenge test obligatoire pour la majorité des formules cosmétiques. La question qu'on va se poser et qu'on va développer ensemble, c'est est-ce que pour les produits en recharge, en vrac, on a un challenge test qui va être prédictif. Première situation, les produits cosmétiques conventionnels. J'achète un gel douche dans un flacon pompe. Ce gel douche, je vais l'ouvrir à la maison. Je vais donc engager sa PAO. Et tout au long de mon usage, je vais générer des risques potentiels de contamination dans l'environnement d'utilisation, avec mon contact des facteurs de contamination manuportés. Et puis à la fin de l'usage de ce gel douche, je vais éliminer mon produit. On est sur un seul cycle d'utilisation. Et ça, c'est de la cosmétique conventionnelle. Et le challenge test défini dans le règlement couvre ce schéma de vie. Dans le cas d'un produit en recharge à domicile, ce même gel douche, je vais donc le prendre, je vais l'utiliser, ce qui engage sa PAO, c'est peut-être sa première PAO, et puis à épuisement du produit, je vais venir le recharger. Là, on a symbolisé une recharge avec un dye pack. Donc au cours de l'usage, je peux générer des contaminations. Au cours de la recharge, je peux générer des contaminations. Et puis, je vais lui faire entreprendre un deuxième cycle de vie. Je vais continuer d'utiliser mon produit, de nouveaux facteurs de contamination. Je vais de nouveau le recharger, nouveaux facteurs de contamination. Et ça, je vais le produire autant de fois que du nombre de cycles de vie sur lequel vous allez engager votre responsabilité pour le consommateur final. Et là, on peut s'interroger sur est-ce que le challenge test est bien prévu pour couvrir ce schéma de vie qui s'est quand même bien allongé. Autre situation, les produits vrac qui peuvent être distribués et rechargés sur des points de vente. Là, on est venu à symboliser une fontaine de distribution de mon gel douche. À l'occasion de la distribution aux fontaines, j'ai un facteur de contamination.
je rentre à domicile, je vais avoir des facteurs de contamination tout au long de l'usage. Et s'ajoute à ce cycle-là un cycle secondaire, c'est-à-dire tout ce qui se passe derrière la fontaine de distribution avec vos recharges en poche, les conduites de distribution de produits et les facteurs qui peuvent être inhérents aux phases d'amorce et de remplissage du produit en magasin. Donc vous l'avez vu, les schémas de vie des produits cosmétiques en recharge ou en, en recharge à domicile ou en magasin ou en vente vrac sont des schémas de vie qui sont complexifiés par rapport à l'occurrence des facteurs de contamination possibles. Et en plus de cela, vient s'ajouter les environnements dans lesquels vont s'opérer ces phases de conditionnement, de remplissage. Vous êtes assujetti aux obligations de la 22716, vous êtes donc couvert par des dispositions régies par les BPF, et notamment sur les phases de conditionnement, vous êtes en maîtrise d'une hygiène industrielle qui est de haut niveau. Évidemment, à domicile, le consommateur dans sa salle de bain, dans sa cuisine, il va avoir un rapport à cet environnement hygiène qui n'est pas le vôtre. Donc, en plus d'allonger le schéma de vie, on œuvre sur des étapes critiques dans un environnement qui est chargé de micro-organismes. Donc, pour toutes ces raisons, les risques de contamination sont maximisés et donc vous êtes venu à pas mal nous solliciter ces derniers mois, ces dernières années, pour voir comment accompagner vos développements de produits cosmétiques moins conventionnels. Et on est venu à réfléchir à vos côtés sur la base des outils à notre disposition pour voir comment on pouvait upgrader votre logique de sécurisation des produits cosmétiques. Et pour cela, on a fait émerger un protocole, le test de contamination itérative dans la masse, que Laura va vous présenter dans la vidéo qui suit. Bonjour, je vais vous présenter le TCIM, le test de contamination itérative dans la masse. Il s'agit d'un test complémentaire au challenge test qui permet de vérifier la capacité d'une formule à se défendre face à des contaminations répétées. Il simule les conditions d'usage réelles en introduisant volontairement les micro-organismes à intervalles réguliers. La première étape du TCIM consiste en la phase de déconditionnement sur un alicotage de 50 g du produit. Selon le type de produit, la zone d'usage ou le mode de vente, il convient de choisir là où les souches à tester. Par exemple, pour tester un produit sur lequel il y a une reconstitution avec de l'eau, il convient de tester la souche Pseudomonas paraeruginosa, qui est un indicateur des contaminations hydriques. Pour un produit change bébé, tester Escherichia coli a tout son intérêt. Dans le cadre du TCIM présenté ce jour, nous allons travailler sur la souche Staphylococcus aureus. Une fois la souche choisie, la calibration de cette dernière est effectuée à 10 puissance 9 UFC par millilitre. Puis, une gamme de dilution sérielle est réalisée pour l'obtention d'une concentration à 10 puissance 6 UFC par millilitre. C'est cette concentration qui servira à l'inoculation du produit. Une fois la souche calibrée, on débute l'essai au J0 par l'inoculation du produit avec 50 microlitres de la suspension calibrée à 10 puissance 6 UFC par millilitre. On obtient ainsi une formule à tester concentrée à 10 puissance 4 UFC par gramme. Le volume de 50 microlitres de suspension introduit dans les 50 g de produit correspond à un facteur de contamination de 1%, qui est un élément commun au protocole de challenge test. En revanche, contrairement à ce dernier, la contamination effectuée dans le cadre d'un TCIM est 10 fois moins élevée, mais itérative. Une fois inoculé, le produit est homogénéisé à l'aide d'un mélangeur planétaire.
S'ensuit une série d'inoculations successives et de dénombrements à intervalles réguliers. Au J0, 5 minutes après la première inoculation, on réalise un dénombrement. Ce dénombrement correspond à l'efficacité immédiate. Les études TCIM débutant un mardi, les inoculations vont se faire de manière successive du mardi au vendredi inclus. Le deuxième dénombrement est réalisé à J+3, le vendredi, avant inoculation. Ce dénombrement correspond à l'efficacité après 3 contaminations successives. Le troisième dénombrement est réalisé à J+6, le lundi de la semaine suivante. Ce dernier correspond à l'efficacité après une période de repos de 2 jours sans inoculation. Ce cycle se répète 4 fois pour une durée d'étude totale de 28 jours. Le dénombrement s'effectue en 3 étapes. La première étape consiste en la préparation de l'échantillon. On prélève 1 g de produit que l'on dilue dans 9 ml de diluant neutralisant. Cela correspond à une dilution au dixième. La deuxième étape est la neutralisation. On laisse le produit en contact avec le diluant neutralisant pendant 30 minutes, plus ou moins 15 minutes. Cette étape permet la neutralisation du système conservateur et l'expression éventuelle des germes présents dans le produit. La troisième étape, c'est l'ensemencement. Cela consiste, une fois la neutralisation terminée, à mettre dans des boîtes de pétri 1 ml du produit neutralisé. On coule ensuite de la gélose en surfusion. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et à mettre en incubation. Cette étape de dénombrement est réalisée aux dilutions dixième, centième et millième pour s'assurer du bon dénombrement de la charge éventuellement présente dans le produit. La lecture des boîtes s'effectue après 72 heures d'incubation. Au total, 12 temps de dénombrement sont réalisés sur la totalité des 28 jours d'essai. 4 dénombrements pour l'efficacité immédiate, 4 dénombrements pour l'efficacité après 3 contaminations successives, et enfin 4 dénombrements pour l'efficacité après une période de repos de 2 jours. L'ensemble des étapes d'inoculation et de dénombrement implique un phénomène de dilution graduelle de la formule testée jusqu'à 15% en fin d'étude. Les 12 résultats de dénombrement sont répertoriés dans un tableau qui permettra d'établir une conclusion à 4 niveaux de risque. Le niveau de risque 1 correspondant aux produits ayant une très faible probabilité de se contaminer durant la période d'utilisation, jusqu'au niveau de risque 4 correspondant à des produits ayant une difficulté à réduire les charges microbiennes et ayant une forte probabilité de se contaminer durant la période d'utilisation. Ne me touche pas. Pardon, tu m'as perturbée. En conclusion, le TCIM est un protocole alternatif complémentaire au référentiel habituel pour répondre aux enjeux microbiologiques des produits cosmétiques, vrac et recharge. Merci Laura pour cette présentation. On pourra revenir sur vos évidemment questions-réponses à l'occasion des imprécisions, on va dire, ou du rythme peut-être important qu'on aurait pu avoir. Je voudrais juste que notre petite régie me mette le support de façon à ce que je puisse vous commenter quelque chose. Ah, excellent. Donc, dernière partie avant notre échange, un retour d'expérience. Déjà, en premier lieu, rappeler l'origine et la paternité de ce test. Ce test, il a été travaillé, présenté, commenté à l'ANEMCOLI. L'ANEMCOLI, c'est une association de microbiologistes dédiée à la cosmétique. C'est une association qui mène des travaux, qui porte des publications également. Et notamment, ce sont des travaux qui sont partagés à l'occasion de journées d'études qui ont lieu tous les ans au mois de novembre à Lille. Donc on vous a indiqué ici les prochaines journées d'études, le site internet. Et c'est important de rappeler que le test dont on vous parle, il ne sort pas de la tête de Cosmebac, mais bien d'un consensus d'experts de la profession. Donc ce TCIM, on en a sur les 12-15 derniers mois mené une quinzaine. Et on l'a mené sur différentes formes galéniques, des moussants, des émulsions et des lotions.
et on va partager avec vous les situations où on a des éléments ou un partage d'expérience intéressant à mener. Pour rappel, et avant de rentrer dans les exemples, la grille de conclusion, c'est une grille à 4 classes, avec la classe 1 qui vient avoir le plus haut niveau de préservation antimicrobien, et la classe 4 qui a le plus faible niveau de préservation antimicrobien. Donc en fait, la classe 1, vous avez sur les dénombrements en T immédiat 5 minutes une absence de charge microbienne résiduelle. Sur le dénombrement après 3 inoculations répétées, une absence de contamination. Et sur le dénombrement après des contaminations répétées, mais une longue phase de latence qui correspond au week-end, une absence de contamination. Et à l'inverse, à l'opposé, la classe 4, c'est celle où vous aurez des événements de contamination microbiologique sur ces 3 temps successifs et sur tout ou partie des 4 semaines consécutives. Maintenant, on rentre dans le détail de chacun des niveaux. On est donc venu à tester les produits qui, certains, ont répondu au niveau de risque 1. À chaque fois, les produits qu'on est venu à mener pour le compte de vos confrères, de nos partenaires, c'était des produits qui étaient dans un schéma de recharge à domicile. Le niveau de risque 1 qu'on va commenter ensemble, c'est un niveau, comme je vous le disais, qui permet de considérer la formule comme ayant une très faible probabilité de contamination. Donc là, on partage avec vous la situation d'une huile lavante qui était conservée classiquement avec les acides organiques que vous connaissez. Et par rapport aux modalités d'usage, on est venu avec le promoteur de l'étude à retenir comme germe à tester Escherichia coli pour des facteurs de contamination d'ordre hygiène, et puis Pseudomonas paraeruginosa par rapport à l'environnement hydrique d'utilisation de ce produit. Et sur ces deux germes, donc vous voyez qu'on est feu vert pour la régression immédiate 5 minutes, feu vert sur les 3 inoculations répétées, et feu vert également sur la récupération totale après un temps de latence. Ce qui fait qu'on a un haut niveau d'effet biocide de la formule face aux germes à contamination répétée, et donc on est sur le meilleur classement catégorie 1. On est venu à tester également des produits qui se sont révélés en niveau de risque 2. Le niveau de risque 2, il est caractérisé comme suit, c'est-à-dire que c'est une formule qui devrait pouvoir être considérée comme ayant une faible probabilité de se contaminer pendant la période d'utilisation. Cette formule, on a pris l'exemple d'un gel douche qui est conservé avec un acide organique et puis des boosters de conservation. Et on est venu à retenir sur ce projet une contamination avec des Staphylococcus aureus. Et dans ce schéma, on est venu à enregistrer au cours des 28 jours du test un feu rouge sur le T immédiat, c'est-à-dire qu'en récupération immédiate, en suppression immédiate de la charge microbienne, on a eu des résultats positifs. La formule n'était pas totalement efficace. Par contre, après 3 contaminations répétées, et après le temps de latence, on avait un très bon comportement de la formule. Donc là, on voit qu'on vient hiérarchiser par rapport à la formule d'avant une petite fragilité en immédiateté d'expression du pouvoir antimicrobien. Troisième situation, le niveau 3 de risque. Là, les formules vont être considérées comme pouvant avoir une forte probabilité de se contaminer pendant la période d'utilisation. On partage ici l'exemple d'un gel lavant, là aussi conservé avec des acides organiques, mais on va voir que l'expression du pouvoir antimicrobien est assez différente de la formule classée en critère 1. Et là aussi, on est venu à retester du Pseudomonas paraeruginosa et Escherichia coli pour les mêmes raisons que ce qu'on a indiqué tout à l'heure sur l'huile lavante. En immédiat, on n'a pas d'efficacité immédiate pour les deux germes. Pour Escherichia coli, on a une efficacité qui est négative, donc on a une absence d'efficacité après 3 contaminations répétées. Par contre, pour Pseudomonas aeruginosa, on a une efficacité totale après 3 contaminations répétées. Donc là, on se met dans le pire des scénarios, c'est-à-dire qu'on indique que sur les germes testés, on n'a pas la régression totale attendue. Et par contre, on retrouve quand même l'expression de cette efficacité après un temps de latence
qui correspond au temps d'expression du pouvoir antimicrobien pendant le week-end. Donc on a un des 3 piliers qui répond favorablement, les 2 autres sont en écart. Puis dernière situation, les produits de catégorie 4, donc là ça va être des produits pour lesquels on estime qu'il y a une très forte probabilité de se contaminer pendant la période d'utilisation. Et là, on n'a heureusement pas de situation à partager avec vous. C'est-à-dire que les formules qu'on est venu à passer à l'occasion de ce test, c'est des formules qui répondaient toutes aux critères A d'un challenge test ISO 11930. Et on se rend compte que ce critère A, sur la base de notre expérience, il répond au moins à un niveau de préservation 3 dans le cadre du TCIM. Pas de risque niveau 4 avec des formules, en tout cas telles qu'on les a testées. Donc en conclusion, et avant d'échanger sur la base de vos interactions, ce qu'il faut retenir, c'est que les produits vrac ou recharge, il y a de toute façon une obligation réglementaire à s'aligner avec un challenge test formel, et notamment la norme ISO 930 ou les pharmacopées, comme on l'a vu tout à l'heure. On voit également que les produits vrac ou recharge, il y a une nécessité, selon nous, à être en critère A. C'est-à-dire que si vous êtes en critère B, vous devez être dans une évaluation du risque microbiologique. L'évaluation du risque microbiologique, elle va sans doute pas être favorable dans un schéma de réemploi. Donc, passer sur des formules critères A obligatoirement. Et le TCIM dans tout ça, selon nous et selon notre expérience, c'est un outil complémentaire. C'est un outil complémentaire au challenge test qui, pour l'instant, est toujours venu à surchallenger la formule par rapport à l'approche opératoire que vous connaissez avec le challenge test. C'est un outil qui contribue à l'analyse du risque microbiologique parce qu'on l'a vu, il vient mimer les contaminations répétées d'un cycle de vie rallongé et il vient mimer également les risques possibles de dilution qu'on va rencontrer au cours de l'usage des produits en recharge. Et puis le TCIM, attention, c'est un produit, c'est une prestation qu'il vous faudrait déclencher assez tôt dans le cycle de développement produit, de façon à avoir un go-no-go produit qui ne soit pas trop tardif dans votre cycle de développement. Merci Charles, merci Laura. Je suis certaine que ces explications et descriptifs auront déjà répondu à pas mal de vos interrogations, mais peut-être en reste-t-il encore certaines. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Laura pourra répondre à celles concernant le protocole, Charles complétera sur les cas d'usage. Alors, du coup, j'ai une première question pour toi, Laura. Selon ton expérience, quelles souches sont majoritairement testées en TCIM et faut-il nécessairement tester des souches bactériennes? Alors, Coralie, sur cette question, sur l'ensemble des études qui ont déjà été menées, on a une majorité qui ont testé le germe Staphylococcus aureus, donc qui est un facteur de la contamination cutanée. Il n'est pas nécessaire de ne tester que des souches bactériennes. On peut aussi envisager de tester souches fongiques telles que Candida albicans. Tout dépend du produit et de ce qu'on recherche. Merci Laura. Question complémentaire pour Charles. Pour le TCIM, y a-t-il un intérêt à tester d'autres souches que celles prévues dans le challenge test normé ISO 11930? Oui, alors ça peut être pertinent. Néanmoins, le TCIM, vous l'avez compris, c'est une approche volontaire, hein, c'est une approche qui va s'ajouter au protocole de référence, aux obligations réglementaires. C'est un protocole, on l'a vu, qui vient surchallenger la formule par rapport à ce que vous avez décrit dans un challenge test. Donc, si on ajoute des souches complémentaires à celles du challenge test, il faut quand même au moins tester des souches qui peuvent exprimer une potentielle pathogénie. Et en ce sens, on retrouve celle du challenge test. Donc, intéressant microbiologiquement d'aller chercher des facteurs de contamination environnementaux et notamment des souches dites objectionable ou pathogènes opportunistes qui ne sont pas répertoriées dans le challenge test. Néanmoins, on va privilégier la sécurité, donc les souches décrites dans le challenge test, à minima. Alors, pour Laura, question sur le protocole. Peux-tu me dire la durée totale du TCIM entre réception échantillon et réception du rapport? Il faut compter alors entre 1 à 2 semaines pour la mise en analyse, plus les 28 jours d'essai, plus
une semaine pour la compilation des données et le rendu du rapport. Et tout ça, bien évidemment, c'est aussi en fonction des jours de l'année. Quand il y a des jours fériés, ça module un petit peu la planification d'un TCIM. Merci. Pour Charles plutôt, est-ce que les autorités reconnaissent un test comme le TCIM? Oui et non. C'est pas un test normé, c'est encore moins décrit dans le cadre réglementaire. Par contre, c'est un élément d'évaluation du risque microbiologique. Donc là où le règlement cosmétique est assez faible en termes d'exigence, eh bien, toute démarche qui vient à documenter l'évaluation du risque microbiologique pour accompagner un schéma de vie, comme on l'a vu, qui s'est complexifié, ça sera nécessairement correctement perçu par les parties intéressées, votre évaluateur de la sécurité, et puis, in fine, les autorités en cas d'inspection, dès lors que ce test, il va venir à apporter des garanties complémentaires à la démarche réglementaire. Donc, à date, on n'a pas de retour d'expérience pour vous indiquer si les autorités vont recevoir ce test et encore moins le connaître précisément. Mais ça sera toute votre logique d'argumentation et le rôle qu'on doit jouer à vos côtés pour expliquer pourquoi ce test vous aura permis d'upgrader votre approche sécurité consommateur. Et dans tous les Merci. cas, il ne se Pardon. substitue pas à l'obligation réglementaire qu'est le challenge test. C'est une strate supplémentaire. Merci Charles. Autre question liée au rinçage, peut-être plus pour Charles. Quel est votre avis sur un rinçage ou non du contenant avant de le recharger? Certaines marques conseillent de le rincer, d'autres de ne pas le rincer. Alors, on constate qu'effectivement, dans les premiers projets, enfin dans les projets d'il y a 5, 6 ans de recharge, il était assez logique dans les briefs de mettre des étapes de nettoyage, de rinçage entre recharges. Parce qu'on a tous à l'idée de se dire qu'on va améliorer la propreté du contenant et de la formule distribuée en passant par cette étape de nettoyage ou de rinçage. Les derniers briefs aujourd'hui sur lesquels on travaille avec vous viennent plutôt à éliminer cette phase de rinçage. Et d'expérience, et pour les microbiologistes, l'eau du robinet, c'est un gros sujet, c'est un gros problème. Quand vous regardez aujourd'hui les rappels produits officiels, ils sont sur des fleurs majoritairement qui sont des fleurs hydriques, des Burkholderia, des Pseudomonas, enfin en tout cas des Comamodacées. Et donc, là où vous avez des problématiques possibles sur vos process industriels et notamment en conditionnement avec de l'eau de qualité industrielle, cosmétique, BPF, hyper suivi, monitoré, vous imaginez bien que dans la cuisine, dans la salle de bain, ben, l'eau elle a beau être potable, mais elle va être potable à 10 puissance 5 UFC par ml. Donc, warning là-dessus, c'est bien de vouloir avoir un contenant propre visuellement. Peut-être faut-il envisager plus une notion de croisement de l'eau entre recharges et limiter l'étape de nettoyage ou de rinçage qui pourra appeler des problématiques de contact hydrique, 1, et des problématiques de dilution de votre formule si jamais le consommateur n'est pas venu à bien sécher le produit, le contenant. Très bien. Donc là, j'ai pas mal de questions qui vont un peu dans le même sens. Donc on va les regrouper sous une. Et je pense que ce sera la dernière question, si on n'est pas d'autres. Donc pour Charles, existe-t-il d'autres tests que le TCIM pour garantir la sécurité microbiologique des produits vrac et recharge? Alors, il existe plein de tests en microbio, on peut avoir plein d'idées. Nous, on essaye toujours chez Cosmebac de mettre en place des tests qui ont une robustesse, évidemment, et puis des tests surtout qui vont pouvoir s'inscrire dans la durée. Donc, c'était important pour nous de s'accrocher à des tests qui soient issus du sérail métier, et notamment dans ce que propose la NEMCOLI, je vous disais tout à l'heure, puisque ces tests, s'ils font consensus, c'est des outils que vous allez pouvoir réengager et puis, vous allez pouvoir croiser les données dans la profession et les autorités vont avoir des tests qui vont peut-être devenir demain des standards ou des piliers qui donnent de l'assurance à tous, ceux qui les mettent en œuvre et ceux qui vont les contrôler. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, on applique depuis un peu plus de 10 ans maintenant un autre test qui vient mimer les conditions d'usage, qui est le test de microbiologique à l'usage.
Et dans ce test microbiologique à l'usage, on va venir faire des contrôles microbiologiques. En d'autres termes, on va demander à des consommateurs de se mettre dans les situations d'utilisation du produit, donc dans les situations de recharge à domicile pour le sujet qui nous lie aujourd'hui, et à chacune des fins de cycle que l'on va connaître, entre les recharges, on va leur demander de ramener les produits pour qu'on fasse des contrôles microbiologiques. Puis ils vont repartir en cycle et ainsi de suite. Et à chaque fois, on va monitorer comme ça la microbiologie à la fin de chacun de ces cycles. Ça, c'est évidemment le test le plus puissant parce qu'on ne va pas parler que de la robustesse de la formule. On va parler de la robustesse de la formule dans son pack, dans un schéma de réemploi, dans les zones, dans l'environnement de réemploi, avec les fréquences d'application. Donc on est vraiment dans les conditions réelles. La limite de ce test, c'est qu'il est très engageant, ce test d'usage microbiologique. Il est très engageant parce qu'il nous mobilise des panélistes, parce que vous devez vous équiper des articles de conditionnement finaux, donc vous devez déjà être en pré-série industrielle. Et ces pré-séries industrielles, ça intervient souvent très tard dans votre cycle de développement. Et si on donne un no-go à ce moment-là, forcément, toute votre énergie de développement préalable, elle tombe par terre. Donc, oui, il existe d'autres tests. Le test d'usage microbiologique, c'est un super test, très puissant, mais on a tendance aujourd'hui à l'intercaler avec ce TCIM entre le challenge test et le TUM pour avoir déjà des garanties préalables à la paillasse et après déclencher ce test plus engageant. Merci Charles et merci Laura. On va s'arrêter là aujourd'hui pour ce webinaire. Les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, on y reviendra plus tard par mail ou même par téléphone si besoin d'échanger de nouveau. Donc voilà, je pense que ces 30 minutes ont contribué à tout le monde à réfléchir sur la sécurité microbiologique des produits cosmétiques vendus en vrac ou en recharge. Dans quelques heures ou jours, nous vous adresserons un questionnaire pour recueillir votre avis. Merci d'y porter attention. Puis nous mettrons le replay de ce webinaire à votre disposition sur notre espace YouTube. Merci encore à toutes et tous et passez une bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.